On n'est pas de chez Firefox, on est de chez Mozilla. Ça doit être une erreur de casting, je sais pas. Je suis Tristan Nitto, je suis Principal Mozilla Evangelist. Donc je ne suis ni développeur web, ni marketeur, ni designer. Je suis... je sais pas, je suis moi. J'ai fondé il y a quelques années, ça fera 10 ans en novembre, j'ai fondé Mozilla Europe, qui n'existe plus d'ailleurs, qui a fusionné avec Mozilla Foundation. Donc certains ont peut-être connu en tant que président de Mozilla Europe, c'est plus le cas aujourd'hui. Je ne suis pas sur Gmail, mais j'ai un email quand même, tenito@mozilla.com, et sur Twitter, Nito. Donc oui, effectivement, on est connu parce qu'on fait Firefox chez Mozilla, mais c'est pas simplement ça, Mozilla. C'est avant tout un projet de logiciel libre qui existe à l'échelle du globe, dont la vocation est de protéger Internet, de le rendre ouvert et accessible à tous. Et pour ça, on a... puisque nous, on n'a pas d'actionnaire et que ce n'est pas donc l'argent qui nous motive, on a une mission, et cette mission est décrite dans un document qui s'appelle le Mozilla Manifesto. Donc voilà un petit extrait, je vous encourage à le lire, il est disponible dans plusieurs langues. La notion, par exemple, que Internet, c'est une ressource publique mondiale, un bien commun, en fait, qui doit demeurer ouvert et accessible, que chacun doit avoir le choix d'utiliser Internet comme il le souhaite, que les standards, les protocoles, les formats de données sont essentiels pour l'interopérabilité et que les logiciels libres aident à tout ça. Donc on est un peu les bisounours du web. On est en particulier à but non lucratif. C'est une connerie. Non, est-ce que tu peux demander combien de gens savaient ça? Ça m'intéresse. Combien de personnes savaient que Mozilla est à but non lucratif? Levez la main. Ok, on va faire le contraire. Ceux qui ne savaient pas. Ah ouais, il y en a bien une dizaine. Voilà. Donc je ne l'ai pas dit pour... Bonsoir. Moi c'est Tristan. Nous sommes donc à but non lucratif et il y a bien quelques personnes qui ne le savaient pas, mais ça méritait donc de le rappeler. Merci. Alors un petit peu d'histoire, parce que là vous voyez pas bien, mais j'ai les cheveux blancs et donc je suis un peu vieux con quand même. Je vais vous raconter l'histoire qui remonte il y a très longtemps, où moi j'ai découvert les réseaux. Et les réseaux en particulier à la fin du XXe siècle, les réseaux étaient propriétaires. Il y avait 3 grands trucs. Bon, alors quand on était français, en plus, on avait le droit au 3e, celui-là, vous voyez, formidable, le Minitel. Et puis, évidemment, on avait des géants américains, AOL, à l'époque, ça s'appelait America Online. Bon, ça a été raccourci en AOL. Et CompuServe. Et c'était des réseaux qui étaient très intéressants, déjà parce qu'ils étaient là, alors qu'il n'y avait rien d'autre. Et ils étaient verticalement intégrés. C'est-à-dire que quand vous étiez client chez AOL, ils vous fournissaient un logiciel client, voilà, qui ne marchait que sur le réseau d'AOL. Ils avaient leur réseau à eux, et ils avaient des applications à eux et des partenaires avec lesquels ils avaient signé. Et si vous vouliez être présent et toucher les clients, les abonnés AOL, vous alliez voir AOL, vous rencontriez le directeur du business development et vous signez un accord d'exclusivité, vous payez AOL pour avoir accès aux clients. Et c'est ainsi que des grandes marques comme Kodak, enfin à l'époque c'était une grande marque, et d'autres ont signé pour avoir l'exclusivité, par exemple des galeries de photos et des tirages sur le réseau d'AOL. Et puis à côté, il y avait CompuServe. Alors CompuServe avait lui son propre client lourd, son logiciel client spécifique qui ne marchait que avec CompuServe, qui ne marchait que avec son réseau, et qui avait ses applications et qui avait ses propres partenaires. Et c'était vachement sympa parce que c'était convivial, tout avait été construit de façon intégrée pour que ça fonctionne avec tout. Et puis évidemment, il y avait le Minitel. Alors là, nous, on est en France, on est vachement bon. On avait même fait le matériel propriétaire, vous voyez. Ça, c'était quand même hallucinant. Donc, pas de logiciel vraiment, ou vraiment du microcode dans le Minitel. Un réseau propriétaire et des applications partenaires. Alors, il fallait en fait passer un accord avec France Télécom et dire, moi, je vais être présent sur le 3615. Je vais donner une partie de ma rémunération, enfin du trafic généré, je vais le donner à France Télécom.
Ils ont gagné des milliards avec ce truc. Il y avait juste un gros inconvénient quand même. Oui, des milliards de francs. Hein. Il y avait un gros inconvénient, c'est que c'était pas possible d'envoyer un email. Si vous étiez client d'AOL, vous ne pouvez pas envoyer un email à un client de CompuServe. Juste, pensez-y, quoi. C'est comme si aujourd'hui, on ne pouvait pas appeler un numéro de téléphone SFR depuis Free. Ou le contraire. Enfin bon, c'est Free, donc bon, ouais, d'accord. Mais, non, c'est sur les data que ça marche pas bien. Sinon, sur les téléphones, ils arrivent maintenant à le faire. Ça marche le data maintenant. Ça marche sur le data. Oui, en Wi-Fi, c'est vrai. Donc, je suis pas là pour faire un sketch. Je me reprends. Donne-moi un verre d'eau, là. Je vais le verser sur la tête, là, merci. Donc, je me reprends. Donc, pas de possibilité d'échanger des emails. Et si, par exemple, il y avait un réseau, un forum, il y avait des forums magnifiques. Et si vous alliez sur un forum de CompuServe qui vous intéressait, il fallait forcément être client de CompuServe. Et c'était payant, c'était un abonnement mensuel, un peu comme un abonnement téléphonique aujourd'hui, ou il y a encore quelques mois, où vous aviez des engagements, etc. C'était compliqué. Et tout ça, c'était en fait donc trois systèmes propriétaires incompatibles entre eux. Des silos informatiques. Ils se sont fait un pognon hallucinant avec ça, et puis un jour, le web est arrivé. Et que les choses soient claires, le web, c'était beaucoup moins bien que ces systèmes propriétaires. Ça faisait beaucoup moins de choses que ça. Le web, au début, il faut quand même se souvenir qu'il n'y avait pas d'image, c'était juste du texte avec des liens. Et après est arrivée l'image, mais l'image était dans une autre fenêtre. Parce que les images, entre guillemets, en ligne, dans le texte en ligne, ça n'existait pas, c'était pas encore possible. Donc c'est vous dire si le web était une grosse merde par rapport au système propriétaire. Oui. Là, c'est quelle année là le web est vraiment sorti en 92, quoi, les premiers protos. Les premières idées de Tim Berners-Lee, c'est 89. Les premières implémentations sur Next, etc., c'était 92. Ça s'est vraiment répandu avec, Netscape a été créé en 94. Et dans Netscape, qui était déjà la deuxième génération de navigateurs, il y avait les images en ligne. Mais il y avait quelque chose de très spécifique avec le web, c'était son ouverture. Des principes qui étaient très simples, la notion d'URL, le protocole HTTP, HTML. HTML, c'est écrit en texte, c'est-à-dire que vous faites un coup de view source, et ben vous pouvez voir comment est fait la page, vous pouvez apprendre de ça. Vous n'avez pas besoin de payer pour créer une URL, vous n'avez pas besoin de payer pour utiliser HTTP, vous n'avez pas besoin de payer pour utiliser HTML. Donc, la documentation est super abondante sur le net. Pas besoin de demander la permission à qui que ce soit. Hein, vous pouviez ouvrir si vous trouviez quelqu'un qui avait un serveur, vous pouviez ouvrir un répertoire sur ce serveur et ça y est, ça fonctionnait. Éventuellement, si vous voulez un nom de domaine, là, il faut acheter le nom de domaine, mais c'est en fait facultatif. Pas besoin d'acheter un kit de développement, un simple éditeur de texte suffit. Vous avez maintenant des navigateurs gratuits, vous avez des éditeurs de texte gratuits, vous avez des documentations gratuites. Si vous avez un PC, vous pouvez faire du web. Éventuellement gratuit ou avec de la publicité, si vous voulez. Mais en tout cas, vous pouvez commencer à bidouiller le web, et puis si vous trouvez la vocation, devenir un développeur, ou simplement avoir le plaisir de comprendre comment fonctionne le web. Parce que ça a l'air de rien, mais aujourd'hui, tout passe par le web. Tout. C'est dingue. Et je ne vous parle pas que de Mythique, hein, qui est quand même l'exemple ultime, mais vous pouvez commander des pizzas sur Internet, vous apprenez sur Internet, vous allez sur Wikipédia, vous allez vous informer. Tous les aspects en fait, de la vie et l'interaction avec les autres se fait par le web, ou du moins par Internet. Seulement, voilà, tout ça, c'était bien sympathique jusqu'à ce que quelque chose d'énorme change. C'est que, maintenant, le web est mobile. Plutôt, le futur de l'informatique est mobile. Ça, c'est un graphe qui indique les ventes de PC, ici, en bas, en rouge, stagnantes. Et en 2012, c'est vendu plus de smartphones, sans compter les tablettes. Il s'est vendu plus de smartphones en 2012 que de PC.
Donc en fait, là on s'en rend pas encore bien compte, mais on vient de dépasser le point de bascule où dès aujourd'hui, là, dès ce début d'année 2013, le futur, enfin on est déjà dans le monde du mobile. Il y a plus de smartphones que de PC. Et puis vous voyez, ça n'a pas l'air de changer. Hein. C'est-à-dire que le PC est franchement stagnant. Les derniers chiffres sont sortis et ils sont très mauvais. Et tout est smartphone, avec un petit peu de tablette. C'est-à-dire que les prochains milliards d'utilisateurs d'Internet, ils vont être mobiles. Ces gens-là ne vont pas découvrir Internet et le web sur des PC, comme nous l'avons tous fait. Ils vont le découvrir sur un smartphone. Le problème, c'est que l'industrie du mobile est dominée par des plateformes fermées. Alors je suis désolé, il y a peut-être une certaine similitude avec le slide un petit peu avant. Et manque de bol, Microsoft se trouve à la place du Minitel, mais c'est un hasard malencontreux. C'est un peu injuste, franchement. Surtout qu'ils sponsorisent ce soir. Donc. Surtout que là, je vais être désagréable. En fait, les deux qui comptent, c'est Apple et Google. Parce que Microsoft, malgré toute sa puissance, n'a pas encore aujourd'hui réussi à pénétrer vraiment le monde du smartphone. Parce qu'aujourd'hui, en fait, alors j'ai pas les chiffres exacts en tête, mais Google est de l'ordre de 70% des ventes de smartphones et iOS est plutôt dans les 20 et quelques. Donc ça laisse pas beaucoup de place pour le dernier, évidemment. Mais le principe est le même en fait. Alors Apple est assez exemplaire de ce point de vue-là. Donc vous avez un matériel dessiné par Apple, fabriqué en Chine, avec un système d'exploitation propriétaire, avec un App Store, donc des services, et puis tout ça est intégré. Le logiciel, le matériel, l'App Store et donc les applications. Le contrôle de A à Z, exactement comme du temps d'AOL, du CompuServe et de Minitel, le contrôle de A à Z de l'expérience utilisateur. C'est là qu'en fait on voit que paradoxalement il y a un parallèle frappant entre Apple et le Minitel, c'est qu'ils fournissent aussi le matériel. Mais ça s'arrête là, hein, la comparaison, je vous le rassure. C'est beaucoup plus sympathique d'utiliser un iPhone qu'un Minitel. Chez Google, les choses sont finalement très comparables. Un système d'exploitation, un App Store, chez eux on appelle ça Google Play, et ils ont racheté Motorola Mobility, et donc là ils vont sortir vraiment les premiers téléphones qui sont faits de façon... en synergie entre Motorola Mobility et l'équipe d'Android. Ça doit dater d'il y a quelques mois, c'était 400 millions de téléphones en circulation et 1 million de nouveaux téléphones activés par jour. Je suis sûr qu'on est au-delà de ça maintenant. Et donc après, Microsoft, alors avec un partenariat avec Nokia, un système d'exploitation et une place de marché. La même approche. Et BlackBerry, j'avais plus de place sur le slide, il est tombé complètement. Non, mais après, il y en a d'autres, mais BlackBerry aujourd'hui, enfin, avec le 10, il est inexistant, et il est derrière, quoi. Alors, l'inconvénient aussi, c'est la censure sur le mobile. Ça, c'est une liste d'applications, des copies d'écran de différentes applications qui ont été censurés par Apple. Et ce, pour des tas de raisons différentes. Alors celle-ci, c'était Baby Shaker. Vous aviez un dessin d'un bébé, et si vous secouez, alors le bébé pleure, et si vous secouez votre téléphone suffisamment, eh bien le bébé a des X rouges qui se mettent sur sa tête, et il arrête de pleurer. Il est probablement mort, enfin sauf qu'il n'existe pas, mais voilà. Donc effectivement, c'est de très mauvais goût, et Apple a fait « Oh là, du mauvais goût sur ma plateforme, jamais !» Hop. Et l'application qui est apparue a été ensuite retirée. Pas de mauvais goût chez Apple. Bon. Alors ensuite, ça c'est Bild. Bild, c'est un tabloïd allemand, c'est le plus gros tirage de la presse occidentale. Donc c'est le plus gros journal en Europe de l'Ouest. Et bien vous voyez, il y a une jeune fille qui a oublié de mettre ses vêtements ce matin, sauf la culotte. Et Apple a fait « Oulala, pas de téton sur ma plateforme !» Le téton est vulgaire, c'est comme le bébé mort, ça n'est pas bien vu chez moi. Bon, donc il y a eu un bras de fer entre Bild et Apple, et finalement Bild a fini par plier.
et a dit, bon bah de toute façon, moi j'ai trop besoin d'être présent sur l'App Store pour assurer mon avenir numérique. Et donc maintenant, Build a retiré sa Playmate, bon voilà, c'est pas une grande perte. Hein. Mais moi je trouve que d'un point de vue liberté de la presse, c'est très gênant qu'un titre qui est autorisé en Allemagne, qui est un pays qu'on peut dire raisonnablement démocratique, et qui n'a pas avec des lois absurdes, eh bien, en fait, les lois du pays ne s'appliquent pas sur l'App Store, et c'est Apple qui décide que finalement, Build n'aura pas le droit de paraître tant qu'il y aura ce genre de choses sur ce genre de jeunes femmes dénudées dans le contenu. Le troisième exemple, c'est quelqu'un qui s'appelle Mark Fior, qui fait des dessins animés politiques. C'est de la parodie, enfin, comment on appelle ça? Caricature, merci. De la caricature politique. Il a fait une application qui a eu énormément de succès et on lui a tout simplement retiré son application. Et alors là, je cite, vos propos ne sont pas assez respectueux des gens que vous caricaturez. Voilà, donc bon, alors la politique non plus, on n'a pas le droit, donc pas de tétons, pas de mauvais goût, pas de politique. Bon, manque de bol, Marc Fior, il a remporté le prix Pulitzer, qui est la plus haute distinction qu'on puisse avoir quand on fait du journalisme. Et à ce moment-là, Apple fait « Oh, on est vraiment désolé, hein, on n'aurait pas dû, on a viré le stagiaire. Vous pouvez revenir maintenant. » Et bon, il y a eu une certaine embrouille parce que Marc Fior a dit, à très juste titre, « Bon, moi j'ai gagné le Pulitzer. » Mais ça veut dire qu'il faut gagner le Pulitzer pour avoir le droit de faire de la caricature. C'est insensé. Et depuis, il y en a eu d'autres. Par exemple, le dernier c'est l'application mobile 500px, pour les gens qui font de la photo. C'est un genre de Flickr haut de gamme, si vous voulez. Et ben, 500px avait fait une application où il n'y a pas de pornographie, c'est interdit sur 500px. Hein. Par contre, bon, bah, il peut y avoir éventuellement du nu, parce que bah, c'est de la photo. Hein. Et ça a été interdit. Alors chez 500px, ils avaient fait très attention pour pas qu'on puisse voir de nu du tout sur leur application, mais ça n'a pas suffi. Il était possible, en rusant, de finalement apercevoir un bout de chair dénudé, et ça, c'était pas compatible avec Apple, qui donc a retiré l'application 500px. Je vous assure que quand on est une start-up et qu'on fera une application et puis qu'on se fait bouler parce que Apple a décidé qu'elle n'était pas assez bonne pour eux, c'est quand même extrêmement douloureux. Et finalement, au-delà de tout ça, c'est ça qui est très gênant, c'est que quelqu'un décide pour moi de ce que j'ai le droit d'utiliser sur mon téléphone. Mon téléphone, comme je vous le disais, c'est l'interface entre moi et le monde. À tous les niveaux. Pour joindre mes amis, pour m'informer, pour me distraire, pour apprendre, pour draguer, c'est mon téléphone. Et si quelqu'un a le droit de décider ce que je peux mettre comme application sur mon téléphone, c'est très perturbant en termes de liberté individuelle dans le futur numérique que là, tous, ici, on est en train de construire. Et donc, ça me gêne beaucoup. Il n'y a pas que ça comme problème. Si vous voulez développer une application, sur iPhone ou ailleurs, il faut signer le contrat avec le propriétaire de la plateforme, il faut installer le SDK, il faut apprendre ce langage-là, il faut apprendre ces API qui sont spécifiques à cette plateforme. Il faut accepter que l'App Store est l'unique façon de déployer des applications, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui vient se mettre entre vous et vos clients dans l'App Store. Et puis quand vous avez fait ça, et que vous voulez refaire ça pour une autre plateforme, il faut tout recommencer. Un nouveau langage, de nouvelles API, un nouveau SDK, un nouveau contrat, et c'est parti. Et évidemment, ça multiplie les coûts par 2. Et puis vous voulez faire ça sur une troisième plateforme, pas de problème. Vous repayez, vous réapprenez, etc. etc. C'est pas du tout scalable pour un développement en fait, d'une organisation. Évidemment, c'est mauvais pour les utilisateurs, la censure, j'en ai déjà parlé, mais aussi passer d'un écosystème à l'autre. Là, vous en avez marre de votre iPhone, vous trouvez qu'ils n'innovent plus, que le fait que l'iPhone 5 qui soit juste un petit peu plus haut et un petit peu moins large, bon bah oui d'accord, c'est pas suffisant. Et puis vous avez flashé sur, je sais pas, le Galaxy Note 2 qui a un super grand écran vachement fin qui vous plaît plus et qui correspond plus à vos besoins. Et ben ça veut dire que vos applications que vous avez achetées, vos données, etc., elles sont perdues, ça va être une horreur à transférer. Et donc, c'est ce qui s'appelle du vendor lock-in, c'est-à-dire que vous êtes verrouillé
par le fournisseur de technologie. Et que ces gens-là, ils ne travaillent pas pour faire un meilleur produit, ils travaillent pour vous verrouiller, et vous ne pouvez pas changer facilement d'un produit à l'autre. Et ce n'est pas une question de feature, hein, c'est fait exprès. Et puis pour les développeurs, donc censure des applications, les coûts qui augmentent, et on n'est pas en contact avec nos clients. Je vais juste rajouter, même sans changer de téléphone, une famille va avoir plusieurs appareils maintenant. Un téléphone sous iOS et une tablette sous Android, ou l'inverse. Et va falloir racheter les applis d'une plateforme à l'autre alors qu'on veut toujours utiliser la même appli. C'est un petit peu dommage. Le téléphone qui sonne. Bon, c'est pas grave. C'est à John, je crois. C'est à John, c'est le téléphone. Et John, t'es viré. Non, mais normalement, ça s'arrête au bout d'un moment, surtout quand je frappe avec le talon. Alors, face à ces problèmes, quelle est l'approche de Mozilla? La première, c'est de faire un excellent navigateur pour Android. Alors, je pense qu'il est excellent, mais surtout, on veut qu'il soit excellent. Là, j'ai juste listé. Donc, la première étape, c'est de faire ce Firefox pour Android. Alors là, souvent, la question, c'est mais pourquoi vous ne faites pas un Firefox pour iOS? La réponse est Apple ne nous laisse pas faire. Compte tenu du contrat qu'ils nous demandent de signer, ça n'est pas possible de faire un Firefox pour iOS. Vous me direz, ah oui, mais Chrome, il y en a un de Chrome. Ben, en fait, Chrome, ça utilise le WebKit qui est livré avec iOS, qui est le même qui est utilisé par Safari, mais 4 fois plus lent pour le JavaScript. Donc ça signifie qu'il est quand même beaucoup plus difficile de développer un navigateur sur iOS qui se mesure avec celui d'Apple, puisque par défaut, vous partez avec un handicap de x4 sur la vitesse d'exécution du JavaScript. Ils expliquent que c'est pour des problèmes de sécurité. Ou pas. Et donc, il y a un Chrome qui est 4 fois plus lent sur le JavaScript que Safari, mais bon, bah, c'est quand même un meilleur navigateur que Safari. Il est plus lent, mais il est meilleur. C'est-à-dire que si Apple voulait vraiment faire un bon navigateur, faire de Safari un très bon navigateur, il pourrait. Mais bon, c'est moins rémunérateur que les applications quand même. Hein. Bon. Donc, on est présent sur Android. 3 grandes fonctionnalités avec un écran d'accueil qui vous permet qui change et qui vous permet de retrouver vos pages fréquemment visitées. Les extensions qui ont été popularisées sur le desktop par Firefox, qu'on va retrouver évidemment sur Android. Donc en particulier la première là qui est listée avec ses 15 millions d'utilisateurs, c'est AdBlock Plus. Très bien, je vous le recommande. Google non, mais nous oui. Là, évidemment, la possibilité de faire des onglets qui est aussi sur le desktop était une des innovations de Firefox. Et la deuxième partie qui nous amène là, quand même, Firefox OS. Alors, qu'est-ce que c'est que Firefox OS? Alors, ça ressemble pas à ça. Ça, c'était fait avec Photoshop, mais je l'ai gardé parce que c'est assez descriptif de ce que c'est que Firefox OS. C'est un smartphone et en dessous, c'est du HTML. Les applications sont écrites en HTML. Donc, Firefox OS, c'est un système d'exploitation complet pour mobile dont les applications sont écrites en HTML5, en JavaScript et en CSS. Au début, le projet s'appelait Boot to Gecko. L'idée, c'était de vraiment démarrer sur le moteur de... Gecko, c'est le moteur de rendu HTML de Mozilla. C'était de démarrer directement sur Gecko. Et en fait, je pense que si ça avait été moi qui avais choisi le nom, je l'aurais appelé Boot to Web. C'est la machine qui démarre et tout de suite, c'est le web. Et tout ce qui tourne, c'est des applications web. Parce que toutes les applications sont des applications web, y compris l'écran d'accueil. Là, on a eu plusieurs versions. On va vous en montrer une troisième qui est beaucoup plus proche de la version finale. Là aussi, quand vous recevez un appel, c'est une page web qui s'affiche. Donc, vous pouvez la styler avec du CSS. Je peux voir 2 secondes la slide d'avant? Vous voulez voir la slide d'avant? Ok, merci. C'était vraiment 2 secondes. 2 secondes, hein, ouais, 2 secondes, c'est 2 secondes, c'est le tarif. Hein. Alors, Firefox OS, les différentes couches, bon, le matériel, des drivers qui sont fournis par les fabricants, un kernel Linux, très proche de celui d'Android, Gecko, qui est le moteur de rendu de Mozilla, et au-dessus, des applications en HTML5, JavaScript, CSS. Certaines sont livrées avec le téléphone, d'autres pourront être utilisées
directement dans le navigateur, éventuellement installé, soit directement depuis un site web, soit depuis une marketplace. Justement, donc la marketplace, les utilisateurs aujourd'hui ont pris l'habitude d'accéder à des applications via une marketplace. Et il y a de bons côtés à la marketplace. La première, c'est que ça te permet de découvrir des applications. Et la deuxième, c'est pour les développeurs, ça permet de les monétiser en les vendant. Je ne suis pas sûr que ça dure éternellement quand même, parce qu'on voit de plus en plus que les App Store deviennent finalement un catalogue d'applications gratuites. Chose très importante, la vente directe par le développeur de l'application est aussi possible. La marketplace est 100% optionnelle. Notre marketplace, elle est là, le serveur, et c'est aussi du logiciel libre. Si vous voulez monter votre marketplace avec notre logiciel libre, vous le prenez, vous l'utilisez, vous l'installez chez vous, sur votre serveur. C'est possible. On n'essaye pas du tout, contrairement aux autres, de verrouiller le système. Donc l'approche de Mozilla, c'est de dire le web est la plateforme et aussi sur mobile, parce qu'en fait le web permet des tas de choses et on le voit, ces démonstrations au début étaient très intéressantes, parce qu'on réalise à quel point avec HTML5, le web il est passé d'un système qui permettait de faire Wikipédia, des pages, une photo, et des liens soulignés en bleu soulignés. Ça c'était avant. Et maintenant, ça permet de faire des choses qui sont beaucoup plus excitantes. Et nous, ce qui manquait en fait, c'était prendre cette plateforme qui est en pleine croissance de fonctionnalités et la porter sur téléphone mobile et rajouter des fonctionnalités qui lui permettent d'être en concurrence, voire de dépasser les plateformes natives en fait, avec les applications natives. Alors évidemment, Mozilla ne va pas tout faire tout seul. Nous, on fait du logiciel, un système d'exploitation, c'est déjà pas facile. On a des partenariats avec des gens comme, au niveau du chipset, c'est Qualcomm, c'est le meilleur fabricant de chipset. Hein. Matériel, ZTE et TCL. TCL, c'est les gens qui ont la marque Alcatel One Touch. Et puis des opérateurs, Deutsche Telekom, Telefonica en particulier, qui sont les plus proches de nous en France. Et puis surtout, dimanche soir prochain, une grosse conférence de presse de la part de Mozilla, dont je ne vous dirai rien de plus. Voilà. Parce que dimanche prochain, c'est la veille du Mobile World Congress à Barcelone, où c'est là que tout le monde montre ce qu'il est en stock. Alors, quelques récents progrès. Ça, c'est le 15 janvier. C'était dans les locaux de Deutsche Telekom à Berlin. Dans un bâtiment qui résiste aux bombes. Qui résiste au quoi? Aux bombes. Aux bombes? Ouais. Ah oui, d'accord. C'est ce qu'ils nous ont dit le premier jour. Il résiste aux bombes. Et voilà, effectivement. Donc là, il y a Anthony, qui est mon petit camarade, il est ici, qui est développeur Firefox OS. Et donc là, ils étaient en train de mettre la touche finale à Firefox OS en termes de fonctionnalité. Depuis, ils continuent de travailler pour améliorer sans cesse la performance. Le 23 janvier, des téléphones Firefox OS à la destination des développeurs ont été présentés. Ils ne sont pas encore livrés. On a vraiment hâte de mettre la main dessus. Ils sont faits par une société espagnole qui s'appelle Geeksphone. Il y a 2 modèles. Et c'est cool. Là, je vais vous montrer... Anthony va nous montrer quelque chose d'autre. Le 26... Dans 25 villes, on a fait des événements développeurs. En tout, 2500 développeurs ont écrit des applications pour Firefox OS. Ça, c'était celui de Paris. Voilà, des gens ont fait un hackathon pour développer des applications pour Firefox OS et apprendre comment faire. C'était où à Paris? C'était dans une très bonne école dont je tairai le nom à l'EPITA. Voilà. Non, je l'ai dit, évidemment. Et donc, le 24... dimanche soir, Mobile World Congress. Normalement, il y a un E à Barcelone, hein, mais bon, c'est La réunion des costumes. la réunion des costumes. C'est vrai que bon, voilà. Et maintenant, on a besoin d'aide. Hein, on est à but non lucratif. On est ouvert. Le développement de Firefox OS est complètement ouvert. Le repository sur GitHub, il a été ouvert avant qu'on mette la première ligne de code. Donc, il est là, il vous attend, mozilla.org/contribute. Et puis aussi, tout simplement, construisez des applications web en HTML5 pour le mobile.
qui pourrait être diffusé sur marketplace.firefox.com. Et vous verrez, si vous allez sur cette page-là, vous pouvez trouver en bas, il y a un lien vers la documentation. Et on ne cesse de travailler la documentation, de l'améliorer, de l'agrandir. Et évidemment, cette documentation, c'est un wiki, parce que c'est Mozilla, et que voilà, c'est comme ça qu'on bosse. Donc, une documentation pour apprendre à faire des applications mobiles en HTML5. Et maintenant, c'est l'heure de la démo avec Anthony, ex-développeur web et maintenant développeur Firefox OS. Il a le t-shirt. Merci. Ouais, donc j'ai été développeur web et je suis devenu développeur d'OS du jour au lendemain. Parce que vraiment Firefox OS est vraiment basé que là-dessus. On a fait des nouveautés dans Gecko pour supporter ce qu'on fait, mais c'est essentiellement du web. Et comme disait Tristan, comme je travaille, j'ai pas préparé de slide. Mais c'est pas grave, parce qu'on en avait des anciennes. Le concept qu'on a pour que vous fassiez des applis, c'est ce qu'on appelle Open Web Apps. C'est plus près, ok. Ça va mieux là. Open Web Apps qui permet, on rajoute quelques API nouvelles pour accéder à la plateforme. Donc là j'ai des slides. Yes. Et puis on va faire ça aussi, c'est un peu plus... Voilà. Hop. Donc voilà, accéder au hardware du téléphone, parce que il n'y a pas de raison pour lesquelles un SDK Android ou un SDK iOS donnerait accès à la batterie, à l'appareil photo, et notre SDK entre guillemets n'y donnerait pas accès. Donc on est en train de rajouter ces Web APIs. On est en train de les faire standardiser parce que sinon ça n'a aucun intérêt. Si ça ne marche pas sur d'autres téléphones à terme, ça veut dire que vous êtes obligé d'apprendre encore quelque chose de nouveau pour chaque plateforme. Donc l'URL qui est là vous permet d'en savoir plus. Une autre URL pour en savoir plus, c'est dans votre moteur de recherche, vous tapez Web API et MDN comme Mozilla Developer Network. C'est la documentation un peu plus sympathique qu'un wiki. Et pour un peu plus de code, ça ressemble à ça. Donc ça, c'est une des premières qu'on a fait, c'est pour accéder au niveau de batterie et savoir si elle est en train de charger ou pas. Cette API existe déjà dans Chrome, je crois. Ou alors c'est Samsung qui l'a implémenté dans WebKit. Enfin bon. Toujours est-il que c'est pas juste un effort qu'on fait de notre côté, on veut que tout le monde nous suive. Donc on récupère navigateur.batterie, on a des add event listener avec un nom d'événement en particulier, et puis ensuite on a des propriétés, est-ce que c'est en train de charger ou pas, et quel est le niveau entre 0 et 1 de charge actuelle. C'est vraiment, ça n'a rien de nouveau, si ce n'est l'accès à la batterie qu'on n'avait pas avant. Mais en termes de JavaScript, c'est hyper classique. Une autre qui est assez sympa, Proximity API. Vous avez déjà remarqué que quand vous prenez votre téléphone, que vous le collez à l'oreille, l'écran s'éteint pour pas que pendant que vous appeliez, ça appuie sur 14 touches. Il y a un petit capteur dans les téléphones pour ça, donc on a rajouté de la même manière un accès avec un event listener user proximity. Est-ce que je suis proche, est-ce que je suis pas proche? Je peux réagir en fonction de ça, donc éteindre l'écran, stopper les réactions, ou au contraire rajouter quelque chose, parce que ça veut dire que je peux écouter le micro peut-être, enfin des choses comme ça. On s'adapte ensuite dans son application. Device Orientation, là c'est pour savoir dans quel sens est actuellement le téléphone, de quelle manière l'utilisateur est en train de le tenir. Donc typiquement pour des jeux vidéo c'est vraiment cool. De la même manière, à chaque fois que le téléphone bouge, ça appelle votre méthode qui peut avoir accès à l'angle alpha, bêta, gamma, qui sont dans des ranges qui sont connus des gens qui ont déjà joué avec ça. Et là encore, c'est une chose auquel on n'avait pas accès avant. Du coup, si c'est un slide vide, yes, ça veut dire qu'on fait des démos. Ouais, on dirait pas comme ça, mais des fois on répète. Ok, 2 fois. Non, c'est bon, ça arrive. Tadam. Attends, je vais...
Donc voilà, c'est le téléphone de Tristan que j'ai piqué pour vous montrer que ça marche partout. Donc je lance, excusez-moi, Dans son carnet d'adresse, je lance Aurora. Pour ceux qui ne savent pas, Aurora, c'est une version de développement de Firefox. Si vous voulez vous amuser, vous pouvez aller la télécharger. C'est assez sympa à utiliser parce que vous avez 12 semaines d'avance sur les utilisateurs finaux. Donc quand vous êtes développeur web, c'est cool. Au passage, qui a déjà testé un de ces sites web sur autre chose que le navigateur par défaut d'Android, genre Opera ou Firefox? Voilà, donc tout le reste du monde de la pièce, c'est à cause de vous que Opera est en train de changer. Et vous allez tuer le web avec vos conneries. Voilà, ça c'est dit. Tranquillou. Donc du coup, j'ai lancé Aurora qui est Firefox. Pour pas vous mentir, c'est une URL chez moi. Voilà, c'est bien une URL d'une page que j'ai chargée. Il est au bouton retour, il est là. Voilà. Donc c'est vraiment une page web. Et dessus, je peux savoir donc, que la batterie est en train de se décharger et qu'elle est à 57%. Que le téléphone est online. Bon, je vais pas le mettre offline parce qu'on sait qu'avec les Wi-Fi pendant les démos, c'est la merde après à se reconnecter. Ici, vous avez le petit phare qui vous dit que je suis loin du téléphone. Si je me rapproche un peu, voilà. Donc c'est le Proximity API que je vous montrais tout à l'heure. Quand tu mets ton doigt au-dessus du capteur, il a l'impression que tu as ton oreille à côté. Merci Tristan. Je peux le refaire? De la géoloc. Alors là, forcément, je pense que le Wi-Fi. Ah si, voilà. Bon, de la géoloc, c'est classique, mais c'est un exemple aussi d'accès qui a été rajouté il y a 2-3 ans dans le navigateur, mais qui est assez sympa. Ici, on a sur la droite, on a un petit téléphone qui bouge légèrement parce qu'il écoute le mouvement. Avec l'API de... Ouais, pas forcément. Tout va bien, pas de souci. Donc il écoute, donc il rétrécit, il agrandit, parce qu'on écoute l'événement Device Orientation. Merci Tristan. Je t'en prie. Une autre API qu'on a rajoutée, vibration. Alors forcément, hein, je mets le micro sur la table, tu penses que ça marche? Voilà. Donc depuis une page web, vous pouvez faire vibrer le téléphone. En plus, vous avez vu, il a bougé tout seul. Je pourrais prendre une photo et faire de l'Instagram, mais on s'en fout, parce qu'on va rien voir. On peut aussi demander à passer en full screen. Donc là, je passe en full screen. Il y a une API pour ça. Et du coup, quand je suis en full screen, je détecte en CSS que je suis dans un autre état. Et je dis, tous les éléments, j'enlève et je garde juste l'heure et le niveau de batterie. Et hop, ça fait un très bon réveil. Et ça depuis une page web. Ouais, c'est le bouton retour, c'est ça. Donc voilà, donc ça c'est le concept de Web APIs qui ne marche pas que sur Firefox OS, ça marche aussi sur Firefox pour Android, et à condition que l'ordinateur ait le capteur, ça marche aussi sur ordinateur. Donc l'accès à la batterie marche sur ordinateur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Full screen, ces choses-là, ça existe déjà. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur les Web APIs? En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que grâce à ça, on arrive à avoir des techno-web qui sont aussi intéressantes à utiliser que des plateformes natives. Tristan en a un peu parlé tout à l'heure. Si vous faites une appli pour iOS, parce que c'est là où, par exemple, en France, vous pensez gagner le plus d'argent aujourd'hui, ensuite, vous allez devoir faire une appli Android. Donc, vous avez embaucher des gens qui connaissent Objective-C et Cocoa et tout ça. Et puis, va falloir embaucher des gens qui connaissent Java et le SDK Android. Ces gens-là pourront jamais partager la plupart du temps, ou alors ils vont perdre du temps à se former en double. Si au contraire, vous utilisez les gens qui sont peut-être déjà chez vous pour votre site web, pour créer des applis web, vous pouvez viser Firefox OS, Firefox pour Android, Firefox pour Android, tous les Android avec un Firefox installé dessus. Et vous pouvez aussi utiliser des choses comme PhoneGap ou Titanium pour créer une appli avec du code JavaScript qui marchera sur Android, iOS, ils font BlackBerry, ils font Windows Phone, ils font en gros toutes les plateformes. Donc vous allez avoir un seul ensemble de technologies à utiliser pour créer pour toutes les plateformes. C'est intéressant quand ça tourne dans le navigateur, mais c'est plus intéressant quand ça tourne
sans le navigateur. Et c'est ça que j'ai oublié. J'ai pas fait les notifs, mais c'est parce que je crois que je l'ai refusé quand la page est arrivée. J'ai pas envie de faire F5. Donc, on vous parlait d'installer des applis et d'un marketplace. On n'est pas obligé de passer par un marketplace. La preuve, je suis sur une page web, j'ai un bouton installer. Je clique dessus. Est-ce que tu veux installer l'application? Oui. Voilà. Donc, il me dit que l'installation est terminée. Si on va voir sur le screen... Yep. Où est-ce qu'il est installé? Je sais que je l'ai vu. Il est là. Petit Web API démo, donc je lui ai mis une petite icône qui va bien, un titre. Et quand on le lance, voilà, on se retrouve sur la même page, mais là on n'est plus dans le navigateur. Donc c'est vraiment une appli comme les autres, avec un raccourci sur le bureau. Et ça c'est un Android. Tous les gens qui ont Firefox installé sur leur téléphone ont cette possibilité-là. Il faut une version récente. Et il faut... Ah ouais, je sais plus si on l'a activé dans la version finale. Mais il me semble, vu que Firefox 19 est sorti aujourd'hui. Et hop là, ni vu ni connu. Donc voilà, ce concept d'appli, ça veut dire que genre un journal qui ne veut pas passer par un marketplace parce qu'il a peur qu'on lui prenne 30% de ses revenus d'abonnés, va pouvoir distribuer son appli de son côté sur son site. Et excuse-moi, je viens de... Allez-y. Je voulais absolument assister à la fin de la présentation. Pas de souci, ça fait toujours cet effet-là. Ils vont pouvoir, avec juste, et là il faut que je retourne sur l'ordinateur pour montrer à quoi ça ressemble. Ça marche très bien. Où est-ce qu'il est le manifeste? Voilà. Donc, je disais, avec juste un petit fichier JSON sur le côté, un journal va pouvoir créer son appli web sans avoir à demander à Mozilla ou à quiconque s'il a le droit de distribuer la chose. Donc, voilà, un nom, une petite description, des icônes. On peut demander des permissions en particulier aussi. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que là, c'est un peu plus compliqué. On n'aura vraiment pas le temps. Mais voilà, vous mettez ce petit fichier JSON, un petit bouton d'installation, il y a toute la doc qu'il faut. Et voilà, vous avez fait votre marketplace pour vos applis sans passer par quelqu'un d'autre. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à dire là-dessus? Non, ça ira. De toute façon, vous pourrez poser les questions après. Marketplace? On fait le marketplace sur le téléphone. Donc le marketplace, c'est juste notre version de la chose. Ah oui, donc, oui, je n'ai même pas présenté encore, peut-être que je dise tout ça. Donc, ça c'est un téléphone sous Firefox OS. Le scotch qui est là, c'est pour cacher les autres boutons parce qu'on n'utilise que le bouton Home. C'est pas parce qu'il est cassé. C'est pas un téléphone final non plus, c'est un téléphone qu'on utilise pour le développement. Les téléphones finaux arriveront, il y a certainement des annonces peut-être au MWC, j'en sais rien du tout puisqu'on ne me le dit pas. Et donc ce que vous voyez là, c'est une page web. Ce que vous voyez là, sauf le centre parce qu'il est trop éclairé. C'est une page web avec les petites transitions, tout ça. Donc on va arriver sur l'OS. Ah bah tiens, j'avais chargé la même page, dis donc. C'est original. Bon, ça marche aussi. Hein. Voilà. Évidemment, Jérôme Bonaldi et moi, tout ça, c'est une version de développement parce que c'est mon téléphone avec lequel je bosse. On va s'envoyer un petit SMS. T'es joueur. Je suis joueur, j'ai essayé avant. T'as mis une carte SIM? J'ai mis une carte SIM, ouais. C'est même une carte SIM free, comme quoi ils arrivent à envoyer les SMS et les recevoir. Les 2 € par mois pour le développement, c'est plutôt sympa. Hey, t'as vu, j'ai un SMS. Je clique dessus et forcément ça me dit rien. Donc là, je lance l'appli SMS et comme vous voyez, je me parle à moi-même énormément. On voit rien. On voit rien. C'est ballot, putain. C'est joli là-dessus.
Tu veux qu'on allume la lumière peut-être, non? Je suis pas sûr que ça Non, Non mais là, allumer la lumière ambiante. Ambiante, je veux dire. attends, il fait le point, C'est pas mieux. Ah. Bon, il y a des petits messages. Il aime pas le rouge. Bof, hein. Ah. Voilà. Donc c'est en rouge le fond, tout ça, c'est pour ça qu'il a du mal à... Donc il y a une appli de SMS qui est pas con. J'ai beaucoup d'amis puisque je ne m'envoie que des messages et surtout je les supprime au fur et à mesure. Voilà. Hein. On a un téléphone, on a un répertoire qui est vide parce que j'ai pas d'amis. Quelqu'un a des curly? Une petite démo de la galerie photo. Donc je prends souvent les mêmes photos quand je fais des tests. Genre c'est mon bureau quoi en fait. Hein, avec du code. Il y a un côté artistique. Ouais, hein, t'as vu. J'ai un truc. Voilà, donc bon, ça c'est ce qui est en face de moi pendant que je fais des trucs, tout ça. Oh, attends, un truc sympa. On a un concept qui s'appelle les Moz Activities. Ça ressemble aux Intense Android. C'est en cours de standardisation. Il y a des divergences en ce moment parce que Google avait préparé les Web Intense. Nous, on préfère Moz Activities. Enfin, Activities plutôt. Mais ce que ça permet, quand on appuie sur le bouton partager et que je le vise bien, ouais, bon, ça permet que dalle. Non, ça marche, je vous jure. Non, voilà, je l'ai mis à jour juste avant de partir, ce qui est la pire des choses à faire, parce que voilà, j'ai une régression. Il faut faire S5. Voilà. Bref, tant pis. Ah si, je peux le montrer là. Si je reste appuyé et que je veux changer mon fond, et que je veux prendre dans la galerie. Donc ça, cet écran là qui me dit Select from Wallpaper, Gallery, Caméra, c'est le concept de Moz Activity, c'est-à-dire que le home screen, quand j'appuie longtemps dessus, il dit demande donc une photo à toutes les applis qui savent servir des photos. Donc si genre j'avais installé Instagram ou une autre appli là-dessus, Instagram pourrait apparaître dans cette liste. Et c'est comme ça qu'on fait communiquer les applications entre elles sans qu'elles se connaissent. Elles comprennent juste le protocole Moz Activity et elles y répondent. Donc par exemple la galerie, je dois le connaître si elle plante pas. Genre je vais mettre ça en fond d'écran, ça fait super geek. Voilà. Et ça marche. Ouais. Parce que je l'ai corrigé il y a 2 semaines. Voilà donc. Le marketplace, c'est ce que je vais montrer aussi. Serveur node fin, génial. Try again. Donc le Wi-Fi marche normalement. Quand ça marche pas, on quitte l'appli. Et on la relance. C'est merci tout ça. Je l'ai fait avant, juste là avec le Wi-Fi de nos amis de Supinfo qui a un portail captif. Donc on va aller voir si c'est ça le problème. C'est ça. Con. Je te fais votre Alors là, donc là, on peut parler de quoi je sais pas. Moi, je mangerais bien des lasagnes, tiens, voilà. Des fardus. Surgelées. Il n'y a pas que. Il y a pas que. C'est vrai. Du coup, pour. Il y a des questions peut-être, voilà. Ouais, voilà. c'est pas mal, ça, ça. c'est Voilà. bravo. Intelligente la Ouais. question. Non, mais du coup, pour l'instant, on est à poil pour iOS, Windows Phone, BlackBerry. Donc non. Voilà. Non, il y a PhoneGap, Titanium. Non, il y a PhoneGap Titanium. Tu vas donner une meilleure réponse que moi. Ouais. Non, mais l'idée, en substance, c'est d'écrire en HTML5 et d'utiliser PhoneGap, enfin, qui nous permettra de générer des applications, qui met un wrapper autour de l'application HTML5 et qui permet de soumettre ça à l'App Store d'Apple. Donc, on peut être présent sur iOS avec une application HTML5 et il y en a un nombre croissant d'applications parce que justement, ça permet aux développeurs
ne pas développer plusieurs fois, un coup en Java, un coup en Objective-C, des applications. Donc ils font l'essentiel en HTML5 et après ils finalisent soit avec PhoneGap, soit avec un... Mais pas de web API. Oui, non, je réponds à une deuxième question pendant que tu réponds à la première. Compliqué, là, ouais. Attends, moi je sais pas faire deux choses à la fois, moi. Hein. On aurait dit que tu étais en train de te contredire là. Non, je répondais à une deuxième question. Donc ouais, PhoneGap et Titanium te permettent, et en plus d'avoir de plus en plus d'applis, il y a même des applis qui sont... Parce qu'on pourrait se dire, si une appli web, ça va être moins bien réalisé et Apple va pas kiffer, il y a eu des pubs d'Apple où ils choisissent les applis qui montent, qui ont utilisé des applis qui étaient développées avec PhoneGap, je crois, si je dis pas de bêtises. Ok, pendant ce temps-là, j'ai retrouvé le marketplace et bravo à la personne qui m'a envoyé un kikoulol par SMS en copiant mon numéro de téléphone. Attends, ouais, bon. Vous voyez pas, mais c'est Twitter au milieu là. Donc le marketplace, c'est juste une collection d'applis qui utilisent le manifeste de la même manière. Donc on va aller installer Twitter. Donc bon, marketplace, hein, c'est basique hein, et c'est pas lisible. Mais en gros, il y a des screenshots, il y a des gens qui donnent le nombre d'étoiles qu'ils pensent que cette appli vaut. On peut voir le support, la privacy policy, tout ça. Mais surtout, on peut l'installer. Donc, j'ai cliqué sur gratuit parce que gratuit c'est cool. On me dit un peu qui a fait l'appli. Je dis que je veux l'installer. C'est installé. Et maintenant, sur mon écran d'accueil, j'ai Twitter. Et si je le lance, encore une fois, ça ressemble vraiment à une appli et pas un site web. Encore que bon, Twitter, c'est un peu entre les deux. Et maintenant, il faudra que je me connecte et tout ça, mais je vous assure, ça marche pareil. Marketplace, Firefox OS, Web APIs. On a fait le tour. Chartreuse. Ah oui! Oh! Alors là, par contre, tu prends le micro pendant que j'avance? D'accord. Chartreuse, c'est un nom de code entre nous. Parce que le pauvre garçon est accro à cette liqueur. Exactement. Pendant que je développe, je ne vois que de la chartreuse. Quand il développe, il ne voit que de la chartreuse. Tout le monde connaît le Balmer Peak de XKCD. Voilà, bah c'est lui. Hein. Si vous ne connaissez pas le Balmer Peak, il faut demander votre moteur de recherche favori. Alors. Ça explique, par exemple, vous pouvez utiliser Bing si vous voulez, et donc vous verrez ce que c'est que le Balmer Peak. Donc c'est mon... Merci Tristan. C'est un boulot à la hauteur de mes capacités, ça. Je peux me coller là sur le... Donc je suis dans mon éditeur, j'ai le code de Firefox OS qui est ouvert avec un makefile, tout ça, parce que c'est la chose sur laquelle je bossais avant. Et je vais ouvrir le lock screen. Comme vous voyez, c'est du JS, c'est du CSS, on triche vraiment pas. Et donc je sais que... si je me rappelle bien... je sais plus où il est. Lock screen panel... Ah, lock screen H2. Voilà, ça va être ça. Lock screen header. Plutôt que du blanc... Attendez, vous voyez bien ou pas au fait? Donc, plutôt que du blanc, je vais mettre de la chartreuse, car c'est une couleur CSS. Oui. Eh oui. Et donc là... Oups. C'est standard, c'est une couleur CSS standard, pour ceux qui demandent. Donc là, je renvoie juste tout ça sur le téléphone. J'ai juste changé un fichier CSS. Je l'envoie. Tac. Pendant ce temps-là, le téléphone redémarre. Parce que j'ai changé l'appli système, donc il faut bien redémarrer. Jérôme Bonaldi ne soit pas avec moi. Ouh. Tac. Et vous voyez le petit free en haut à gauche, là, il est vert. Il était blanc avant. Vert, c'est la couleur chartreuse que je viens de changer. Donc c'est juste pour vous prouver, c'est le dernier petit truc rapide, pour vous prouver que on déconne pas, même le lock screen, même le home screen, tout ça, on fait ça en JavaScript et en CSS. On a fait le tour? Ouais. On a fait le tour. Voilà.
questions? Est-ce qu'il y a des questions? Alors, on va changer, mais monsieur, vous avez déjà eu la... Monsieur Marc. D'abord, je veux dire que j'apprécie énormément, que je trouve ça génial, super intéressant, j'adore la techno, etc. C'est très super. Mais sans vouloir troller, la critique des méchantes sociétés qui font de l'argent, je la comprends un peu, mais en même temps, il me semble que Mozilla retire une bonne partie de son financement d'un accord avec une de ces sociétés via le moteur de recherche, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe si demain, par exemple, cet accord s'arrête? Comment est-ce que vous comptez vous financer si, par exemple, vous ne prenez pas de commission sur la marketplace? Donc, tout ça dans l'idée de l'avenir de Firefox, que, encore une fois, je trouve c'est vraiment super. Alors, non, c'est les sociétés qui gagnent de l'argent, c'est très très bien. Hein. Moi, j'ai longtemps travaillé pour Netscape. J'ai même fini chez AOL malgré moi quand ils ont racheté Netscape. Donc, oui, c'est pas sale, hein, l'argent. Bon, nous, chez Mozilla, on a décidé que ce qui nous convenait, c'était d'être à but non lucratif. Mais effectivement, il faut payer les employés de Mozilla, il faut payer les frais de la communauté, et donc, même si on n'a pas d'actionnaire, on a des revenus. Et ces revenus, ils proviennent de moteurs de recherche, évidemment en premier Google, mais pas seulement. On verra, il faut demander à Google ce qu'ils veulent faire. Nous, on n'est pas là pour gagner de l'argent, on met de l'argent de côté, parce que c'est nécessaire. Donc on a un fonds de réserve substantiel qui nous permettra de tenir, même si dans 2 ans, puisque c'est dans 2 ans qu'expirera le contrat, en particulier avec Google, et ben ça nous permettra de continuer à survivre au-delà de ça. Maintenant, Google, cet accord avec Google, il est extrêmement intéressant pour Google, en ce sens que, en fait, ils achètent le trafic de Firefox sur la page d'accueil de Firefox. Sur les 450 millions d'utilisateurs de Firefox, ils ont par défaut une boîte de recherche en page d'accueil par défaut, et en haut à droite aussi une boîte de recherche dans l'interface. Et ça renvoie sur les résultats de Google, et là-dessus, quand ils cliquent sur des publicités, ça rapporte un petit peu d'argent chaque fois à Mozilla. Et ça suffit pour nous faire vivre très largement et alimenter notre fonds de réserve qui ne cesse d'augmenter. Donc en 2011, c'était 130 millions de dollars. En fait, c'est plus que ce dont on a besoin pour développer Firefox OS, Firefox et Firefox pour Android. Et puis, si dans 2 ans ça change, on verra. Mais entre-temps, j'espère bien que Firefox OS aura trouvé une part de marché qui nous permettra de le monétiser d'une manière ou d'une autre. Et par ailleurs, je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas d'argent pris par Mozilla sur la marketplace. Il y en aura pour opérer la marketplace. C'est une source de revenus comme une autre, mais on ne cherche pas absolument à la rendre complètement étanche et à forcer tous les gens à passer par là. Parce qu'on pense que c'est pas comme ça que le web fonctionne. Le web, il est fondamentalement décentralisé. Donc on ne veut pas recréer un nœud central comme ça. Ouais, désolé, deuxième partie de la question, en fait, justement, par rapport au fait qu'on n'est pas obligé de passer par la marketplace, comment est-ce que vous pouvez garantir que les applications sont intègres et pas des virus ou autres? Et est-ce que justement la monétisation pourrait pas être une espèce de garantie que si on passe par la marketplace, on a des applis non de relais, donc ça vaut bien un petit quelque chose? C'est effectivement le principe. On ne va pas détailler le modèle de sécurité, mais certaines API, en particulier celles qui peuvent générer des pertes d'argent pour l'utilisateur ou des problèmes de privacy, eux, sont verrouillées et ne fonctionnent qu'en mode certifié. Enfin, je réponds simplement, mais... Il y a ça, et d'un autre côté, même si on va utiliser un peu le même modèle que les add-ons aujourd'hui, pour être présents sur addons.mozilla.org, doivent être lus par des gens. Sur le marketplace, c'est pareil. Alors, il y a deux types d'applications. Il y a des applications qui sont complètement... c'est un site web qui se débrouille bien avec le offline, et tu as un autre système avec un zip que tu fournis, et ce zip-là, il va être lu. Et c'est quand tu fais ce zip que tu as le droit à des permissions en plus. Donc on n'a pas de problème de sécu, a priori. Le problème qu'on aura peut-être, c'est l'inverse. C'est que on est prudent avec la sécurité, du coup ça va peut-être être un peu gênant pour certaines API. Genre on voudrait donner l'accès au SMS ou à l'API téléphone pour que des gens fassent des meilleures applis que les nôtres. Le problème c'est que pour l'instant, on veut être prudent et on va pas les filer à tout le monde
hors usage parce que tu passes un coup de fil, dans beaucoup de pays ça coûte encore de l'argent. Les SMS surtaxés, par exemple. Voilà, SMS surtaxé. Voilà. Suivant. Putain, on a tout bien expliqué. Vas-y. Pour les autres. 5 minutes de répéter. Du coup, je voulais savoir quelle était la différence entre les Moz Activities et les Web Intents, justement. Les fondamentales. Je sais pas. Eh bien, non, voilà. non plus, non. Tristan, tu as travaillé avec? Non. La différence fondamentale, je sais pas. Il y a les gens de chez nous qui bossent là-dessus qui se sont posé la question. Je suis arrivé sur le projet il y a 3 mois, donc j'ai pas eu le temps de regarder. Une autre différence, c'est que nous, on va shipper avec. Et Chrome a décidé d'attendre. Et même, ils sont en train d'enlever le code de WebKit en ce moment. Donc, il y a des chances que... Je sais pas quelle est la meilleure des deux, mais il y a des chances que ce soit la nôtre qui marche, qui devienne standard, parce que on a shippé avec, donc ça va être la base de travail. Voilà. Mais encore une fois, je connais pas la différence. Peut-être quelqu'un d'autre là. C'est vrai, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui les a étudiés, j'en sais rien. On a un ami ici qui je lui ai amené le micro. Alors, j'ai adoré le lockscreen.js et .css. La question, c'est est-ce que moi, après, sur mon téléphone, je pourrais, pareil, modifier le code comme ça, ou les téléphones seront un peu plus verrouillés et on ne pourra pas éditer le code de son téléphone comme ça. Pourquoi tu me regardes? Parce que j'avais posé une question sur est-ce qu'on a Est-ce qu'on en parle? est-ce qu'on a communiqué sur les 3 niveaux de marque. Ok. Donc je vais faire une réponse en ne répondant pas ce que je crois qu'on n'a pas le droit de répondre. En gros, sans dévoiler ce qu'on va faire, parce que je crois qu'on n'a pas le droit pour l'instant, parce que c'est des relations avec les partenaires. Mais ce qu'on va essayer de faire, c'est un peu la même manière que ce qu'on a fait sur desktop. Sur desktop, tu as Firefox, la marque. Quand tu n'as pas la marque Firefox, le plus connu c'est Iceweasel sur Debian, on ne garantit pas certaines choses. Imagine qu'on n'est pas trop con et qu'on va essayer d'utiliser la marque pour un peu obliger les gens à faire des choses. Mais c'est en cours de travail parce que c'est... Voilà. Mais... si non plus tu n'as pas compris, lève la main. Non, il n'est pas expert en langue de bois encore. Non. Si, personne n'a pas compris et j'ai répondu. C'est ça la règle de moi. Non, donc on ne sait pas. Sur un téléphone pour développeurs, oui. Après, ça va dépendre avec les opérateurs dans quelle mesure ils veulent verrouiller le truc ou pas. Et ça, c'est pas gravé dans le marbre encore. Donc on ne peut pas répondre. Mais on a des idées pour les... Mais ça ne veut pas dire qu'on n'y travaille pas et qu'on n'a pas des envies. Mais C'est toujours touchy. c'est touchy, voilà. On ne travaille pas tout seul. Est-ce qu'il y a une... Voilà, on fait une dernière question, puis après on pourra discuter ensuite autour des pizzas. Mais il y a une autre presse après. Juste pour voir, c'est pour ça. Ils nous ont exposé le timing, Mozilla. J'ai pas fait du tout attention. Là, j'ai... Donc j'ai une question importante sur les applications. Est-ce qu'il y a la possibilité de faire tourner les applications en background, notamment pour les applications installées, ou c'est complètement verrouillé? Ça, c'est de la bonne question. Alors, quand ton appli n'est plus en foreground, donc au premier plan, pour les francophones, elle continue à tourner, mais il n'y a aucune garantie de combien de temps elle va continuer à tourner. Donc, si par exemple l'utilisateur lance 14 applis et qu'il n'y a plus de RAM sur le téléphone, ton appli va être tué. Par contre, il y a un système d'alarme qui permet de régulièrement réveiller ton appli. Donc, certaines applis peuvent dire « je veux ne pas être tué ». Enfin, c'est prévu. C'est un peu touchy parce que je crois que cette API-là, par exemple, elle demande à être dans un marketplace pour être lue.
parce qu'on veut pas que n'importe quelle appli puisse décharger la batterie, n'importe comment. Donc il y a une appli d'alarme, enfin c'est une alarme, c'est pas une alarme, ça sonne pas, hein. C'est une alarme logicielle qui réveille ton appli si tu as besoin d'aller checker des trucs de temps en temps. C'est comme ça que marche l'alarme, pour le coup. Pour les téléchargements en background, ou si tu veux faire vraiment des choses derrière, c'est possible. Je suis pas sûr que toutes les applis dans le marketplace y auront accès. Parce que c'est une API qui est encore en cours de développement et qu'on ne veut pas pourrir le web avec une API qui est mal filtrée. Suffisant comme réponse ou... En gros, c'est va lire le code. Va lire le code de l'API et vois ce qui est possible avec. J'ai pas les détails en entier. Mais il y a quelque chose de prévu. À quel point c'est intéressant pour ce que tu as envie de faire toi, c'est le détail que j'ai pas. C'était quoi ces questions? Je suis trop fort. J'étais dans l'administration. La question c'est est-ce qu'on peut faire tourner des applis en background quand elle n'est pas devant. Ok. Écoutez, je vous remercie beaucoup.